Merci, vous qui nous suivez de partout, fidèles téléspectateurs. Bienvenue dans votre émission L'Entretien, une belle émission que vous suivez sur la FM télévision. Nous sommes aussi dans les différents programmes, pourquoi pas dire dans les différentes plateformes. Nous sommes sur le Blue OTT International, une plateforme numérique. À partir de votre téléphone, suivez l'ordre alphabétique. Vous retrouvez votre chaîne, la FM télévision. Dans cet entretien, nous parlons de la République démocratique du Congo, les actualités qui font la une, socio-politique, pourquoi pas dire économique et culturelle. Mais aujourd'hui, nous parlons la politique en République démocratique du Congo avec la situation sécuritaire qui prévaut à l'est de la République démocratique du Congo dans la partie orientale. Nous allons parler de ces grandes sanctions qui tombent de part et d'autre. Est-ce que c'est un pari gagné pour le pouvoir en place ou bien ce sont des manœuvres mises en place par la communauté internationale et c'est supplétif pour anéantir davantage toute la technicité mise en place par l'armée congolaise pour dérouter ou pour barrer la route à l'ennemi permanent qui est le M23 via son commanditaire Paul Kagame. La toile aussi sur qu'il, alors que tout le monde attend qu'il y ait la paix, non seulement dans la classe politique interne, mais aussi externe. Vous avez suivi le ministre de la Justice, Constant Moutamba, qui a fait circuler quelques notes juridiques demandant à chaque Congolais ou à tout Congolais capable d'arrêter Corneille Nangaa bénéficiera d'un montant de 5 millions de dollars américains, plus c'est supplétif. On se demande, est-ce là, c'est la vraie méthode pour mettre à mal Corneille Nangaa? Est-ce les pouvoirs se voient déjà devant une difficulté énorme ou bien Inapori qui demande des solutions énormes, mais aussi les ordonnances présidentielles qui ont été publiées via la chaîne nationale. La toile politique n'est pas restée calme. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de membres de la famille biologique du président de la République démocratique du Congo. Est-ce en ce net moment où le pays fait face à une agression rigoureuse? Est-ce qu'il faut jouer à des profils des individus? C'est pour quel impact nommer quelques membres de sa famille biologique? Ce sont des questions posées par les différents téléspectateurs et pourquoi pas dire les politiques, mesdames et messieurs. Dans cet entretien, nous recevons M. William Ikolo Kumu, qui est secrétaire général adjoint chargé de la communication du parti, le cercle de réformateurs intègres du Congo. Il est aussi expert en droit, communication, sciences administratives. Il a occupé plusieurs fonctions dans ce pays, notamment assistant à la présidence de la République démocratique du Congo, DIRCAB de la ministre déléguée honoraire Stéphanie Mbombo, conseiller en communication pour plusieurs personnalités politiques dans ces pays, à qui nous disons merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Bonjour. Merci à vous de m'avoir invité. Apparemment, vous êtes emporté par votre propre profil politique et pourquoi pas dire professionnel. Non, je suis emporté par votre professionnalisme. Très bien. Plutôt votre présentation que j'ai trouvée très rigoureuse. Très bien, merci beaucoup. Nous faisons l'entame de cet entretien avec vous, notamment il y a les téléspectateurs qui nous suivent de partout. Vous avez suivi, on commence par l'actualité politique. Vous avez suivi les ordonnances présidentielles. Vous qui êtes du pouvoir, comment vous avez accueilli cela? Bon, je me réjouis en tout cas pour les personnes qui ont été nommées. J'espère qu'elles réalisent la charge qui sera désormais la leur. Parmi eux, j'en connais pas mal qui se distinguent en tout cas par leur talent et par leur professionnalisme. Je veux d'ailleurs féliciter quelques-uns ici. Je veux féliciter Madame Julie Tchenda, qui est responsable dorénavant. Elle le faisait déjà des actions du chef de l'État. Je veux remercier l'ambassadeur Tossi Panou, qui lui est dans la commission entre climat et puis tout ce qui regarde à l'environnement. C'est quelqu'un de pointu et qui mérite largement
d'occuper ce poste. Pourquoi pas aussi féliciter Cristiano Tshisekedi, qui a été nommé comme secrétaire aussi particulier du chef de l'État. Je peux la féliciter. Ici, je parlais de personnes avec qui j'ai déjà travaillé, dont je connais l'expertise. Hein, donc, il s'agissait pas pour moi de féliciter nommément. Non, mais ce sont de nouvelles nominations. Oui, mais je la félicite. Un message d'encouragement, oui, même si ça fait mal dans la classe de l'opposition ou certains politiques qui pensent que en ces moments, le contexte n'est pas vraiment approprié avec de telles nominations. Les castings semblent être relatifs. Non, mais je pense qu'il faut déjà recadrer les choses. De quoi il était question ici? Le président vient de nommer ce qu'on appelle son cabinet. Vous voyez? Le cabinet du chef de l'État, pour ceux qui ont fait les sciences administratives, et j'en suis moi-même un expert, je peux vous dire que le cabinet du chef de l'État est un cabinet qui est livré à sa propre discrétion. Vous voyez? Donc ça, c'est le premier élément. Il ne s'agit pas pour lui de nommer un directeur général ou quoi, c'est ce qu'on appelle en droit administratif des nominations au grand choix. C'est-à-dire que le président a la latitude de choisir dans sa propre discrétion. S'agissant de Christiana Tshisekedi, qui est sa fille, elle a été nommée au poste de secrétaire particulier. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'un secrétaire particulier? D'abord, c'est un poste qui se distingue des autres par la proximité qu'a la personne avec son secrétaire particulier. Pourquoi? Parce que le secrétaire particulier est appelé à traverser le champ public, professionnel, à aller dans le champ privé sans aucune façon. C'est-à-dire que votre secrétaire particulier doit être capable d'aller dans votre sac, de mettre la main sans votre autorisation préalable. C'est quelqu'un qui est capable de vous dire « Vous avez rendez-vous avec votre homologue à 13 h, mais n'oubliez pas, à 17 h, vous avez rendez-vous avec votre oncle ou votre neveu. » Et qui mieux que votre fille est capable de le faire? Je pense que c'est un excellent choix. Raison pour laquelle, d'ailleurs, vous voyez que même dans les grandes démocraties comme les États-Unis, souvent ce poste a été occupé par des enfants. Ce poste a été occupé par la famille. On l'a vu avec Nicolas Sarkozy, qui était, quand il a commencé son mandat avec Cécilia Sarkozy, c'est elle qui régentait toute cette partie de son administration. Et donc, je pense que le président, à son deuxième mandat, est tout à fait outillé pour savoir qui fait quoi. Et vous disiez tout à l'heure, à l'entame de votre émission, qu'il y avait plusieurs personnes de sa famille. En ma connaissance, hein, vous pouvez me corriger, j'en ai vu 3, je pense. C'est déjà beaucoup. Hein. Oui, mais il y a Christiana, je vais vous expliquer les raisons. Donc, ce sont des raisons d'abord qui ne lèsent pas ni la légalité et qui sont même dans une pratique, je dirais, courante. Il y a aussi Christian Tshisekedi. Oui, il y a Christian Tshisekedi, mais c'est un renouvellement de poste. Quel est son poste? Il est responsable de la sécurité personnelle du chef, c'est-à-dire la dernière personne que l'on voit avant de voir le président. Est-ce que c'est Christian Tshisekedi ou... Jacques. Voilà. C'est pour corriger un peu. Hein, voilà. Donc c'est quelqu'un qui le fait déjà et qui le faisait bien avant d'avoir ce poste. Pourquoi? Parce que, vous savez, dans un pays où tout le monde déclare qu'il y a des infiltrations, qu'il y a de la trahison, qui mieux que votre frère peut garantir votre sécurité? Vous voyez? Donc je pense que ici, parfois, nous faisons des critiques qui sont assez faciles. Je suis sûr, M. Mumia, que demain, si vous êtes dans cette position, vous allez recourir vous-même à une personne en qui vous avez toute confiance. Et d'autant que, pour l'avoir vu à l'œuvre, Jacques Tshisekedi est quelqu'un qui, dès le début, s'est intéressé à la protection de son frère. Et il a été augmenté, je veux dire, en skills, parce que son frère l'a envoyé en formation, le président de la République, je veux dire. Donc c'est quelqu'un qui a été se former et qui est revenu pour jouer à ce rôle qui est crucial. Et donc là-dessus, les vrais patriotes ne pourront que s'en réjouir. Très bien, merci beaucoup. Alors qu'on a besoin assez d'efforts pour renforcer
les militaires qui sont au front, alors que le gouvernement récemment avait lancé une sensibilisation d'un petit 1000 francs, autant pour ne pas citer les montants, pour soutenir les FARDC et les compatriotes ou les patriotes Ouazalendo, une somme de 5 millions de dollars américains pour quelqu'un qui doit tuer Corneille Nangaa. Comment est-ce que vous trouvez cette ambiguïté qui est là? Vous avez une force, vous avez un service de renseignement et vous demandez à un fictif qui pourra mettre la main sur Corneille Nangaa de bénéficier un montant qui peut aider nos groupes armés à renforcer leurs capacités sur terrain. Oui, c'est une excellente question. Premièrement, si vous relisez la note, vous allez voir que le ministre ne dit pas à quelqu'un qui irait tuer Corneille Nangaa, mais quelqu'un qui serait capable de livrer des informations telles que ces informations qui seraient de nature à permettre à la justice d'appréhender ou à l'armée d'appréhender Corneille Nangaa. Alors, il y a un montant qui est prévu, qui est promis, de 5 millions de dollars. Ce montant de 5 millions de dollars, à quel autre montant faut-il le balancer? Il ne faut pas balancer ce montant-là et les montants que l'on nous demande de donner en don pour les forces armées congolaises. En réalité, ces deux montants s'additionnent. Pourquoi? Parce que l'argent qui est mis sur la tête de Nangaa, c'est de l'argent que vous devez en fait comparer par rapport à l'argent que les aventures de Corneille Nangaa coûtent à la République. C'est-à-dire que par jour, les aventures de Corneille Nangaa coûtent plusieurs millions de dollars à la République. Plus de 100 millions de dollars. Savez-vous que uniquement à Roubaïa, le siège qui a été pris par l'AFC et ses amis, le M23, il y a une mine de coltan qui représente 20% de la capacité du stock mondial. C'est-à-dire que quand ils ont mis la main dessus, et je vois que des journaux très sérieux parlent d'un travail massif qui est fait, d'un travail intense d'exportation de ces minerais, l'aventure de Corneille Nangaa coûte des millions et des millions de dollars à la République. Et encore, ici, je ne vous parle pas des vies humaines. À combien estimez-vous les vies humaines arrachées par Nangaa, arrachées par l'AFC et le M23? 5 millions, finalement, ce montant-là, c'est quoi? C'est un montant qui permet à l'État congolais de se dire qu'une personne qui, dans un moment de lucidité, se dirait, pourquoi je continue à servir Corneille Nangaa? Pourquoi? Il faut savoir que tout autour de lui, Nangaa lui-même a débauché des nationaux. Pourquoi? Pour tuer des Congolais. Et les débauche pour combien? Parfois pour 5, pour 10 000 dollars. Mais quand vous dites à quelqu'un, écoutez, nous on vous donne 10 000 dollars ou 5 millions de dollars pour que vous arrêtez cette aventure, la personne, elle peut être rappelée à un moment de lucidité. Et je veux rappeler ici, à toutes fins utiles, que ce sont des pratiques internationales. Et il n'y a pas d'exception au Congo. Souvenez-vous, le 11 septembre, il y a un avion qui défenestre les tours jumelles à New York. L'auteur présumé, Oussama Ben Laden. Oussama Ben Laden sera capturé 11 ans plus tard par l'administration américaine. On aura mis sur sa tête 25 millions de dollars. Et ce sont ces 25 millions de dollars qui ont permis qu'un proche d'Oussama Ben Laden finisse par le trahir en se disant, tout compte fait, je pense que je peux donner des informations à l'administration pour capturer ce monsieur. Et c'est comme ça que Oussama Ben Laden a été capturé. C'est de la même manière que Saddam Hussein a été capturé. Et quand je dis que ce sont des pratiques internationales, je veux dire que ce soit la France, que ce soit les États-Unis, que ce soit tous les pays au monde, les services de renseignement passent par ces méthodes. Sauf que généralement, ça n'est pas dit. Mais ce sont des méthodes que le Rwanda utilise. Au moment où je vous parle, lorsqu'on vous parle des infiltrations, est-ce que vous pensez que les gens le font juste comme ça pour les beaux yeux de M. Kagame? Non, ce sont des gens qui reçoivent de l'argent tous les jours. Et il est de bonne guerre, je dirais, que notre État prenne aussi la liberté de se dire, moi aussi je mets de l'argent
sur la tête de ce monsieur. C'est tout à fait de bonne guerre. Et je pense, encore une fois, que les patriotes de ce pays devraient s'en réjouir. Très bien, merci. Je pense que votre argumentaire, pour moi, a été tellement convaincant parce que j'ai pensé déjà ajouter une autre question. Moi, elle a été éclairée comme telle. Nous passons au premier point. Là, c'était l'actualité politique. Nous passons au premier point, ce qui concerne l'insécurité qui prévaut à l'Est, dans la partie orientale. Les sanctions qui tombent, l'Union européenne, les États-Unis et d'autres nations qui continuent à infliger au Rwanda certaines peines. Pour la classe politique et d'autres analystes politiques, ils pensent que la coupe est loin des lèvres parce que ce n'est pas la première fois. Moi, je vous ai suivi dans un entretien ou une émission en Europe. Je vous ai suivi avec un autre invité qui dit même, qui est même dans ma pensée, pour lui, les sanctions n'ont rien donné comme résultat sur terrain. Pour vous, est-ce que la RDC n'est pas une carte, mais un pion dans un jeu où lui-même ne maîtrise pas, où les maîtres me dirigent? Non, il faut savoir que ces sanctions, et c'est une question essentielle, je vous en remercie, c'est une question essentielle. Pourquoi? Parce que les sanctions sont de l'ordre de l'arsenal juridique international. Et le droit international est fait de certains leviers très importants, sans lesquels les États sont dans une sorte de jungle. Ce qui est recherché ici, c'est la force du droit, et non pas le droit de la force. Et à ce propos, moi j'aimerais déjà féliciter le chef de l'État, qui a initié par le moyen de ses émissaires, qui sont certains responsables tels que la ministre, les différents ministres des Affaires étrangères qui se sont succédés, et dont Madame Wagner, qui s'est particulièrement distinguée, pour ce travail de diplomatie qui est un processus très long, parfois très ingrat, parce qu'il n'est pas visible, et il vous souviendra que bon nombre de gens ont critiqué cette fameuse diplomatie, en pensant que finalement ça ne donnait aucun résultat. Or, le résultat que nous obtenons ici, il est assez manifeste. Il s'agissait pour nous de renverser la table du mensonge servie par Paul Kagame par une table de vérité. Et ça, c'est déjà un travail extraordinaire qui a été accompli, parce que si les responsables politiques européens savaient la vérité, s'agissant de M23 ou d'autres forces qui lèsent nos populations, pour lesquelles Paul Kagame n'a pas cessé de dire qu'il n'en savait rien. Et lorsqu'on lui demande même si ses troupes sont intervenues à Goma, il prétend que, en tant que chef d'État, il n'a pas la maîtrise de toute l'information. Son argumentaire, sa politique était fondée sur des piliers de mensonges. Et ici, le président est venu renverser, non pas avec une désinformation, mais avec la vérité. Et je félicite le président parce que la vérité est un choix judicieux. Pourquoi? La vérité, en réalité, porte un autre nom que d'aucuns connaissent, qui est Jésus-Christ. Lisez les évangiles, vous verrez qu'en Jean, chapitre 14, verset 6, Jésus déclare qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Autrement dit, la vérité est irrésistible. Vous pouvez mentir pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, un jour ou l'autre, puisque la mort même n'a pas su retenir le Christ dans la tombe, le mensonge ne le pourra pas plus. Voilà pourquoi cette vérité arrive comme une déferlante, et on voit Kagame qui tombe petit à petit de cette chaise de mensonge sur laquelle il avait bâti tout son argumentaire. Il est temps pour lui simplement de livrer son peuple à la vérité et puis à un vivre ensemble que le Congolais a toujours souhaité. Alors, Monsieur William, on aurait souhaité que cela commence par l'Afrique. La RDC considérée comme une gâchette d'Afrique. Il y a la SADC, l'EAC et tant d'autres organismes qui existent d'appui à la démocratie de chaque nation. Mais pourquoi nous pensons que les sanctions de la communauté internationale, je parle de l'Union européenne, les États-Unis et d'autres,
donneront ou prouveront vraiment qu'il y a de l'impact dans tout ce qu'ils vont faire, alors que tout devrait débuter par la SADC, l'Union africaine et d'autres organismes. Bon, je déplore aussi, je ne sais pas si ça devrait commencer par là, mais à tout le moins, ce que l'on peut dire, c'est que on pourrait souhaiter effectivement que les organismes africains soient beaucoup plus efficaces, qu'ils soient beaucoup plus présents. Parfois, les peuples ont l'impression que ce sont des organismes où les gens font figuration, hein, je suis nommé, on vient là, c'est un groupe d'amis, de privilégiés qui se rencontrent sans réel, non pas objectif, parce qu'il y en a, mais sans réel résultat. Quant à la communauté européenne et les États-Unis et les autres organisations internationales, c'est toujours très important de les associer. Pourquoi? Parce que ce sont, je dirais, nos clients. Et cette guerre, si elle a lieu, c'est précisément à la partie occidentale de notre pays, c'est précisément parce que c'est une partie qui est riche. Voilà pourquoi vous allez voir que dans les parties supposées pauvres de notre pays, il n'y a pas de combat, il n'y a pas de prétention militaire. Et les clients relèvent souvent de ces pays-là. Et il est bon que ceux-ci ne soient pas associés à des crimes que la population européenne, et vous rappeliez la tournée que j'ai faite en Europe, c'est une tournée qui m'a permis, en fait, d'essayer de rapprocher les dirigeants, notamment de la Commission européenne, de l'Union européenne, les parlementaires européens. Je pense que la régie a des images. Hein. Les parlementaires européens de leurs administrés. Généralement, eux, les dirigeants, savent ces choses. Ils savent les deals qui se font derrière le dos, j'ai envie de dire, de peuples européens. Et les peuples européens, quand on leur parle de la situation de la RDC, ils sont tous unanimes pour dire « mais nous n'avons pas envie d'avoir du sang sur les mains ». Ils jouent aussi à une politique de déploiement de mesures, hein, ça c'est connu. On a vu récemment l'Union européenne se réunir. C'est comme si ils n'étaient pas tous sous la même corde, soit ils prennent des décisions, soit ils se retirent un peu. Et c'est là, les doubles ponts là. Oui, c'est un double standard. C'est un double standard qu'il nous appartient de renverser. Il nous appartient de rétablir au niveau, en tout cas international, un standard unique lorsque les pays européens se sacrifient et se dressent, vont debout contre la Russie, au motif que la Russie a agressé l'Ukraine. On pourrait s'attendre à ce que les mêmes causes produisant les mêmes effets, ils aient les mêmes réactions vis-à-vis de la RDC. Et là, on a vu qu'il y avait beaucoup de timidité. Fort heureusement, il y a des pays sur lesquels on a su compter, notamment la Belgique, notamment certains parlementaires français de la gauche, c'est-à-dire la France insoumise, et puis du Rassemblement national. On a eu l'Allemagne aussi qui nous a porté, il y a eu le Canada qui nous a porté. Comme je le disais, la vérité fait son chemin, et c'est cette vérité qui va fissurer les choses et qui va nous rétablir dans nos droits. Alors, quelle peut être l'attitude du chef de l'État face à la marmite africaine? Je parle de l'Union africaine en général, entre autres les éléments qui appuient l'Union africaine, il y a la SADC, les ACG, je l'ai déjà cité. Quelle peut être l'attitude exacte du chef de l'État? Parce que là, on attendait l'accord de Luanda, ça n'a pas tenu. Kenya, ça n'a pas abouti. En ce moment, il peut porter quoi comme attitude pour faire face à tout ce qui a trait à une philosophie qui double la stratégie du peuple? Mais je pense plutôt que le camp est non pas dans la balle du chef de l'État, mais plutôt de ces organisations. Il en va de leur propre survie. Si ces organisations ne prennent pas les choses en main avec fermeté, elles seront querellées, comme c'est le cas aujourd'hui avec la CEDEAO, où il y a des pays qui ne veulent plus y siéger. Pourquoi? Parce que cette organisation n'a pas pleinement rendu la preuve de son efficacité. Et donc, je dirais que pour ces organisations sous-régionales et régionales, il est important qu'elles soient efficaces, sans quoi elles sont appelées à mourir. On pressent des liens le plus efficaces, le plus fort entre la RDC et les États-Unis. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est mettre les bâtons dans la roue ou dans la plaie, parce que
l'Ukraine a voulu nous faire voir au monde qu'il voulait s'attacher, excuse-moi pour la tautologie, il voulait s'attacher à l'OTAN, à l'Union européenne. Biden était là, il a joué à sa politique, il quitte les fauteuils, Donald Trump les remplace, il remet l'Ukraine sur la table des négociations. Vous ne craignez pas ces jeux que la RDC s'allie facilement ou s'aligne facilement à la politique des États-Unis et puis s'écarter un peu de l'Union européenne? Est-ce qu'il n'y aura pas un chevauchement? Non, il n'est pas question pour nous de nous aligner sur la politique des États-Unis, mais plutôt d'avoir les États-Unis comme partenaire fiable, notamment un partenaire militaire. C'est important. Quant à l'Union européenne, c'est à elle à se déterminer vis-à-vis de nous. Nous avons, même sans grand résultat, recherché l'amitié de l'Union européenne. Et si l'Union européenne veut garder notre amitié et continuer même à faire, je dirais, des affaires avec nous, c'est à elle à rechercher aussi nos préoccupations, à rencontrer nos préoccupations. Et quelles sont-elles? Nous sommes dans une situation où aujourd'hui, nous recherchons prioritairement la sécurité de notre peuple. Nous disons que nous avons vécu 30 ans de misère, 30 ans de guerre, et maintenant nous disons ça suffit. Je pense que chacun peut le comprendre. Chacun peut comprendre que au bout de 30 ans, si on a des amis qui se prétendent des amis qui ne font rien, nous sommes prêts à leur tourner le dos. Mais les États-Unis, dans l'histoire de ces pays, les États-Unis ont joué un grand rôle. Vous maîtrisez plus que moi les tenants et les aboutissants avec Laurent Désiré Kabila. Il était avec les États-Unis. Oui. Comment vous croyez à quelqu'un ou en quelqu'un qui vous a déjà fauché dans votre histoire et vous pensez que les États-Unis peuvent changer sa facette et vivre bien avec la RDC? Parce que c'est l'histoire des relations internationales, c'est ainsi. C'est l'histoire des relations internationales. C'est à chacun venir présenter à l'autre son plateau, dire voilà ce que moi j'ai. Voilà ce que je souhaite avoir. Il n'y aura plus d'imposition. On connaît comment ça termine. Hein. On vous impose et puis c'est fini, vous subissez les conséquences. Vous savez, la plus grande erreur que nous avons faite un jour dans notre parcours national, c'est de penser qu'un jour, le 30 juin 1960, à la proclamation de l'indépendance, nous devenions et restons indépendants ad vitam aeternam. C'est une erreur monumentale. Ce qui concerne l'indépendance de notre pays, c'est une situation qu'il nous faut arracher jour après jour. Si nous pensons que l'indépendance acquise en 1960 n'est pas violable, c'est une erreur monumentale. Et d'ailleurs, moi, j'ai envie de féliciter le président dans cette lutte parce que nous avons été agressés par le Rwanda. Plus de 10 000 morts à Goma. Et j'ai été surpris, et ça m'a rencontré à l'étranger, j'ai été surpris de voir le nombre de responsables politiques qui, faute de quitter le navire, se sont tus, se sont réfugiés dans une forme de mutisme, je dirais, coupable et même traître. Et le président, à ce moment-là, est resté maître à bord. Il n'a pas cédé aux caprices, je dirais, de Paul Kagame. Mais ces caprices, nous devons les comprendre. Nous avons vécu l'esclavage. Nous avons des frères qui ont été emportés aux Antilles, aux États-Unis, enfin ce qui deviendra au Nouveau Monde. Ensuite, nous avons vécu les mains coupées avec la colonisation du roi Léopold II. Nous avons vécu l'humiliation même de la colonisation. Nos pères l'ont vécu. Et un jour, nous avons ce fameux jour du 30 juin 1960. Et puis un jour arrive 97, où là encore, nous pensions que nous nous débarrassions d'un régime. En réalité, c'est un pays d'Afrique qui venait pour dominer sur nous, pour nous infliger une autre forme de colonisation. Et aujourd'hui, en 2025, il s'agit à nouveau de cette histoire, c'est-à-dire d'un peuple d'Afrique qu'on appelle le Rwanda, un tout petit pays à l'est de notre pays, qui a pour ambition de nous mettre à genoux et de dominer sur nous ad vitam aeternam.
Alors pour ne pas qu'il y arrive, certains régimes, dont celui qui a précédé celui du président, a trouvé des petits arrangements entre amis, mais ça n'a pas suffi. Parce que l'ambition de Paul Kagame est véritablement d'être le premier président de ce pays. Et à ce projet funeste, le président Félix Tshisekedi a dit non. C'est quelqu'un qui préfère rester debout, mourir debout, plutôt que de vivre à genoux. Et moi, je suis de ceux-là qui, comme lui, préfèrent vivre ou mourir plutôt que de vivre à genoux. Et voilà pourquoi je dois le féliciter par rapport à ça. Très bien, merci beaucoup. Nous prenons les tout derniers points. Là, nous parlons du gouvernement de l'Union nationale parce qu'il faut trouver des solutions adéquates, palliatives à toute cette impasse sécuritaire qui dérange le peuple congolais, non seulement le peuple, mais le gouvernement en place, vous qui êtes du pouvoir. Nous parlons du croquis de ces gouvernements de l'Union nationale. En même temps, il y a la classe de l'opposition qui réclame que les Congolais se retrouvent sur une même table et discuter ensemble. Et on pense que le gouvernement de l'Union nationale, c'est juste une politique mise en place par les chefs de l'État pour refuser ou réfuter l'idée des opposants et même la démarche de la CENCO qui parle du pacte social pour le bien-être du peuple congolais. Et tous, c'est dans la posture de la paix. Et le président Félix veut du gouvernement de l'Union nationale. Comment est-ce que vous pensez que cela soit réel? Entre-temps, les Congolais qui réclament, bon, pas tous les Congolais, une classe qui réclame que les Congolais se retrouvent pour le dialogue entre les Congolais, inter-Congolais, et le gouvernement de l'Union nationale. Est-ce que ça ne va pas perturber les choses? Non, c'est à mon sens, en tout cas, c'est une question de lucidité politique. Le président a cette lucidité de se dire nous avons un gouvernement qui est issu des élections. Dans une séquence où il était normal qu'à la sortie des élections, on puisse répartir la charge de la gestion exécutive aux partis qui ont réussi leur vote. Nous sommes dans une autre phase ici. Il s'agit d'une phase où notre pays est agressé. Il est tout à fait normal qu'en pareil cas, le président s'arrête et qu'il se dise « toute personne qui veut combattre avec moi puisse me tendre une main d'association. » Accepter aussi le partage du pouvoir. Ça, c'est très capital en politique. Personne ne vient pour acclamer l'autre. Me tendre la main d'association et qu'ensemble nous formions un gouvernement d'union nationale. Je précise à ceux qui l'auront oublié que c'était déjà le vœu de certains opposants, tels que Martin Fayulu, qui n'a eu de cesse de proposer des formules pour essayer d'intégrer l'opposition. J'aime pas beaucoup le mot opposant, en fait. Je pense que dans un pays, on n'est pas opposant. D'ailleurs, vous savez, les Européens, les Américains n'utilisent pas ce mot. Hein. Non, c'est à votre pouvoir que vous ne voulez pas qu'on parle de l'opposition, alors que vous avez été aussi à l'opposition. Non, je dis, j'aime pas ce mot d'opposition. Parce que, vous savez, je vous parlais de la vérité tout à l'heure. Nous arrivons dans une phase aujourd'hui, que ce soit en RDC ou dans le monde, où les masques tombent. On a l'impression que le Christ va venir demain. La vérité ne tient plus. Les personnes qui se cachaient derrière des prétextes fallacieux nous ont fait clairement la démonstration qu'au choix de la RDC ou du Rwanda, ils ont choisi le Rwanda. Et nous devons avoir, même dans des plateaux tels que celui-ci, le courage de dire les choses. Parce que la plupart des gens se sont assumés. Vous imaginez que il y a ce drame de Goma, où beaucoup de Congolais n'ont pas dormi. Je vous ai dit, c'est un drame qui m'a rattrapé, j'étais en Europe. J'ai pas mangé, pas dormi pendant des jours et des jours. Mais il y a des gens responsables politiques dans ce pays, qui ont des grands partis politiques, comme Ensemble, qui ont été incapables... De Moïse Katumbi. De Moïse Katumbi. Qui ont été incapables de dénoncer ce massacre. Et si je me trompe, ou si moi je me suis trompé, nous sommes aujourd'hui le 8 mars,
je les invite, avec un peu de retard, à se rattraper là-dessus. Non, et à dénoncer nos agresseurs. Il y a aussi ceux du pouvoir qui n'ont jamais été montés au créneau. Oui, j'y arrive. Je disais que nous sommes dans un moment de vérité où, dans la séquence du 20 décembre 2023, on a sollicité le vote des Congolais. Je pense que le tournant de Goma est un tournant où chacun doit examiner la voix qu'il a donnée à XY leader. Chacun de nous doit examiner le choix qu'il a fait. Ce sont des conditions pour entrer dans le gouvernement de l'Union nationale, apparemment. Ça devient des conditions pareilles. Ah, je ne sais pas, ça c'est livré à la discrétion du président. Mais je parle de nous, le peuple. Il est temps que nous examinions quelqu'un pour qui tu as voté en espérant qu'il puisse présider à la destinée de ce pays et qui demain te montre très clairement qu'il préfère le Rwanda à ton pays. Est-ce que demain tu vas encore lui donner la même voix? Simplement parce que tu portes un t-shirt sur lequel il est écrit « Ensemble ». Je pense que ce sont des choix existentiels sur lesquels nous devons répondre. Nous avons vu, j'ai vu encore dernièrement, le porte-parole d'Ensemble, Olivier Kamitatou, qui ne se gêne même plus. Bientôt, il va mettre un t-shirt avec le visage de Kagame. Le chef de l'État, si je prie dans ce sens-là, pour ne pas prêter des intentions aux uns et aux autres. Pour la classe politique, une manche de la classe politique pense que le chef de l'État a un souci. Le souci, c'est qu'il ne respecte pas les accords avec ses alliés. Et c'est ce qui a déclenché tout ce que nous vivons aujourd'hui. Est-ce qu'avez-vous aussi remarqué que les chefs, à un certain moment donné, il devra aussi remuer sa vision, sa philosophie, et sinon, avec cette allure, nous allons là où nous partons et ça risque d'amener beaucoup de choses et les Congolais vont se poser un jour des questions de savoir pourquoi nous occupons cette terre. En fait, c'est un faux débat. La gestion de la République est une gestion, et moi qui suis expert en droit public, je peux vous le dire, c'est une gestion qui est publique. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas une gestion privée où on va derrière la cuisine et on fait des accords sous seing privé, des accords, c'est des accords secrets. Non. Politique. La gestion de la République est une chose publique. D'accord? Personne ne doit venir arborer comme argument que j'aurai des accords secrets avec le chef qui n'a pas tenu et raison pour laquelle je viens publiquement montrer nos désaccords. Si vous voulez faire nous montrer vos désaccords en public, montrez-nous les accords que vous avez signés publiquement. C'est la moindre des choses. S'agissant de certaines personnalités, notamment qui étaient en prison. Moi, j'avais une certaine forme d'admiration pour M. Kabound, par exemple. Je sais les raisons qui l'ont conduit en prison. Elles ont été publiques. Il a outragé le chef de l'État. Et ça, on ne peut pas le nier parce que les images sont là. Celui qui a Google, YouTube, il y va et il peut voir quels étaient ses outrages. Maintenant, je dirais que ce sont des choses que l'on ne se permet qu'ici en République démocratique du Congo. Vous voyez Jean-Marc Kabound, on peut lui mettre dans une barque. Il va à 10 minutes, il est à Brazzaville. Il n'osera jamais faire ça. Vous avez déjà vu quelqu'un au Congo, Brazzaville, faire ce que Jean-Marc Kabound a fait ici en République démocratique du Congo? Est-ce que vous avez déjà vu? Le pouvoir impose la démocratie. Attendez. Donc ces pays ne sont pas démocrates. Est-ce que vous avez déjà vu ce comportement à Brazzaville? Est-ce que vous l'avez déjà vu au Rwanda? Est-ce que vous l'avez déjà vu au Cameroun? Est-ce que vous l'avez déjà vu au Togo? Est-ce que vous l'avez déjà vu en Guinée? Autrement dit, on va poser la question autrement. Dans quel autre pays en RDC on fait ce que les opposants font ici? Moi, je n'en connais pas. Mais si vous vous en connaissez,
Aujourd'hui, c'est facile, on ne discute plus. Vous me dites, monsieur William, on va mettre un lien, vous allez voir ce que tel et tel opposant a fait dans tel pays. Moi, j'en connais pas. Et ce sont les mêmes opposants qui viennent pour nous dire à nous, le peuple, ben non, vous savez quoi, le président, il devient dictateur. Là, quand j'entends ce genre de discours, j'ai le sentiment qu'on nous prend pour des idiots. Or, nous ne sommes pas des idiots. C'est pas parce que nous n'avons pas le pouvoir, nous, le peuple, que nous sommes des idiots. Il n'est pas question que les gens, parce qu'ils ont la préséance du micro, viennent nous raconter des choses comme si nous étions sourds, aveugles et muets. Et ici, je pense que ce sont des gens qui, encore une fois, se sont perdus dans leur quête pour le pouvoir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la quête du pouvoir rend, pardonnez-moi l'expression, rend bête. Les gens qui, d'ordinaire, sont pleins de capacités. Je vous ai dit que j'avais une forme d'admiration pour lui. Je pense à Kaboun notamment. Mais qui, dans son schéma, à un moment donné, s'est complètement perdu. Et il est temps qu'il revienne. Je ne lui demande pas d'acclamer le chef de l'État, j'en ai rien à faire. Mais je lui demande simplement d'être cohérent sur sa trajectoire politique. Parce que, contrairement à ce qu'il croit, il y a des gens dans ce pays qui ont encore de la cervelle. Et je fais partie de ceux-là. Très bien, merci beaucoup. Déjà un point de chute. Nous finissons cet entretien. Gouvernement de l'Union nationale, les poids politiques de l'autre côté, comment vous pensez réconcilier cela? Parce que d'après les textes légaux, d'après la Constitution, on vous dira, le Premier ministre est issu de la majorité parlementaire. Et puis, dans la politique interne, le dispatching s'est fait sur base des poids politiques, ça signifie nombre de députés. Et puis, face à ces gouvernements de l'Union nationale, comment est-ce que vous pensez le caricaturer entre les poids politiques et la connotation du gouvernement de l'Union nationale? En réalité, un gouvernement, c'est-à-dire un exécutif, est mis en place pour exécuter un projet national. D'accord? Donc il faut prendre les choses dans l'autre sens. C'est-à-dire, qu'est-ce que l'on veut en tant que nation, en tant qu'État, qu'est-ce que l'on veut? Ici, comme je vous l'ai dit, nous sortions d'une séquence normale où nous avons été invités aux élections. Il y a eu des élections, la répartition de l'exécutif s'est fait eu égard à la répartition au poids politique. Mais ici, nous sommes en guerre. D'accord? Ce que nous voulons n'est plus ce que nous voulions. Vous voulez mettre à l'écart tous ces partis politiques qui ont milité pour le pouvoir du chef de l'État? Ah non, c'est pas ce que je dis. C'est pas ce que je dis. Je dis, nous devons nous poser la question de savoir ce que nous voulons. C'est à cela que nous devons répondre. C'est à cela que répond un exécutif. N'importe quel pays au monde, encore une fois, je renvoie toujours à ce benchmark, de se dire que la RDC n'est pas sur la planète Mars, nous sommes sur la terre des hommes. N'importe quel pays au monde, y compris l'Ukraine dont tout le monde a parlé, même ceux qui ne la connaissaient pas, se sont mis dans des gouvernements d'exception, dans des moments de guerre. Et d'ailleurs, pour votre information, sachez que des pays comme l'Ukraine, ils ont suspendu l'activité de tous les partis politiques. Ah, ils sont en guerre officiellement. Ils sont en guerre. Nous ne sommes pas en guerre. Nous ne sommes pas en guerre. Non, mais on n'a jamais déclaré un état de guerre. Nous sommes agressés. L'Ukraine aussi est agressée. Non, mais l'état de guerre est différent de non, chronologiquement, suivez. L'Ukraine, dès lors qu'elle a été agressée, je pense le même jour, a suspendu l'activité des partis politiques. Ça se passe ici sur la Terre. Et je dirais même que c'est normal. C'est comme ça que ça se passe partout. Moi, je ne suis pas président de la République. Nous avons des constitutions différentes. Non, il ne s'agit pas de constitution. Chez nous, le président doit réunir les deux chambres il ne s'agit pas. En session extraordinaire. Pour déclarer la guerre. Moi, je parle d'agression. Nous avons été agressés à Goma, oui ou non? Nous avons été agressés, très clairement. Très clairement. Il y a l'état des sièges. Sur place, il y a l'état des sièges. Oui, mais ça ne change rien au fait qu'une armée étrangère est venue armée dans notre pays pour tuer les enfants du pays. Ça n'est pas quelque chose de mineur. Ce n'est pas quelque chose sur lequel nous devons nous habituer. Cela appelle nécessairement des actions du chef de l'État. Nécessairement. Nous sommes, nous, en droit, moi qui ai mis mon urne avec son nom,
je suis en droit de lui dire, Monsieur le Président de la République, vous n'avez pas le droit de laisser les choses en l'état. Vous n'avez pas le droit de laisser le gouvernement tel qu'il est là. Non pas pour que vous me donniez un poste, je ne serai peut-être pas. Non pas pour que tel ou tel ait un poste, simplement pour que l'exécutif réponde à une question précise qui est de répondre à l'agression. Et cette réponse ne peut se faire que par des animateurs qui ont le profil pour. Est-ce que la tâche sera facile? Mais rien n'est facile. Et d'ailleurs, nous ne sommes pas appelés à faire que des choses faciles. En même temps, la temporalité nous interpelle. Hein. Le président est limité dans les temps et dans l'espace. Qu'importe, mais je pense qu'ici, le président tient dans sa destinée non seulement son propre destin, ce qui est, je dirais, pardonnez-moi l'expression, négligeable dans ce cas de figure, mais il tient véritablement la destinée de tous les Congolais, de nos enfants, de nos petits-enfants. C'est-à-dire que nous sommes dans ce tournant où nous décidons aujourd'hui si demain, nos enfants, nos petits-enfants seront libres ou s'ils seront enchaînés avec des fers rwandais aux pieds. Très bien, merci beaucoup. C'en est fini, Monsieur William. Merci d'avoir été les nôtres. Nous vous espérons prochainement aussi. Merci pour vos argumentaires. Nous pensons que chaque Congolais a besoin de la paix. Et la paix, c'est quand les bornes politiques se rencontrent ensemble que la paix s'installe. Merci à vous, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Continuez à consommer votre émission, cet entretien, sur cette chaîne, la FM Télévision, et sur l'application mobile Blue OTT International. Nous avons aussi la chaîne YouTube FM Télévision. Nous sommes là pour vous. Chaque peuple a besoin de l'unité pour avancer. Et en ce moment, nous n'avons plus besoin des calculs politiques. Les Congolais